stratégie phytosanitaire est un projet qui a été initié par le ministère de l'Agriculture en 1992, qui, de concert avec ses partenaires, l'UPA, le ministère de l'Environnement, a développé la stratégie en regard des pesticides. On poursuit deux objectifs importants, soit celui de réduire l'utilisation des pesticides et le développement et la promotion de la lutte intégrée. Et lorsqu'on définit la lutte intégrée, eh bien, c'est une méthode décisionnelle qui a recours à toutes les méthodes pour réduire les populations d'organismes nuisibles, principalement de façon efficace et économique, tout en respectant l'environnement. En désherbage, eh bien, non seulement les approches chimiques, mais aussi les approches purement mécaniques sont à privilégier dans le contexte de la lutte intégrée et aussi dans le contexte des objectifs que nous poursuivons. Lorsqu'on utilise différentes méthodes de lutte, il est important de bien les connaître, de bien les comprendre et aussi de bien les utiliser. C'est donc dans cet esprit que ce document ou ce vidéo aidera les producteurs à apprivoiser davantage la technique du désherbage mécanique et d'associer cet outil aux divers documents qui existent déjà et disponibles à la collectivité. Fondée en 1995, l'association Culture sans herbicides vise à promouvoir les pratiques de production sans herbicides et à développer des marchés pour les produits issus de ces cultures. En 2001, elle comptait 59 membres. Durant cette année, elle a certifié des grains cultivés sans herbicides sur plus de 1300 hectares. Déjà, certains membres de l'association comptent plusieurs années d'expérience dans ce type de pratique et maîtrisent avec succès les techniques de désherbage mécanique. Ce documentaire vous fait part de leurs expériences, en particulier concernant le désherbage mécanique des cultures, du maïs et du soya. Le contrôle mécanique des mauvaises herbes comprend différentes opérations. Une préparation minutieuse du sol, incluant la technique du faux semis, un semis de précision, un passage de houe rotative ou de peigne en prélevé, un ou plusieurs passages de houe rotative ou de peigne en poste levé, faits en fonction des résultats d'un dépistage régulier, et enfin quelques passages de sarcleur, répétés, jusqu'à ce que les rangs se soient refermés. Mais avant tout, pour réussir le contrôle mécanique, il faut choisir un site approprié à ce type de pratique culturale. Au niveau du choix du site, les principaux éléments à considérer, c'est principalement de choisir un champ où il n'y a pas de mauvaises herbes vivaces, ou en tout cas pas de gros problèmes de mauvaises herbes vivaces. Puis il faut que le champ ait un bon drainage, autant au niveau superficiel qu'un bon drainage naturel, de façon à ce que les interventions puissent se faire quand c'est nécessaire, que le retour au champ après une pluie puisse se faire rapidement. Lorsque les conditions le permettent, on effectue un faux semis lors de la préparation du sol. Le faux semis vise à réduire la pression des mauvaises herbes durant l'année de la culture. Il consiste à diminuer la banque de graines dans les premiers centimètres du sol en effectuant un semis différé. La majorité des mauvaises herbes proviennent de graines situées dans les premiers centimètres du sol. On doit travailler le sol dans les 5 premiers centimètres afin de ne pas remonter de graines de mauvaises herbes. Le printemps, je vais donner mon premier coup de vibro. Je vais tout ouvrir mes champs. Ensuite, je vais attendre là, une semaine, 10 jours, peut-être 15 selon les dates, là, pour laisser pousser une autre génération de mauvaises herbes qu'on détruit en faisant en passant un autre coup de vibro ou un coup de peigne. J'ai déjà fait le faux semis avec un peigne aussi. Généralement, on procède à un faux semis pour les cultures de soya. L'implantation de cette culture se fait tard, lorsque les risques de gel au sol sont faibles, ce qui permet d'effectuer un faux semis sans retarder l'implantation de la culture. Lorsque le climat le permet, il est aussi possible d'effectuer un faux semis pour les derniers semis de maïs. Pour bien commencer la saison, on doit choisir des cultivars adaptés au marché et à la régie des cultures sans herbicides. Au niveau du choix des variétés pour le soya, c'est important de choisir une variété qui est adaptée aux unités thermiques de sa région, de façon à ce que la récolte se fasse ni trop tôt en saison, ni trop tard. C'est important de choisir une variété à éclair, parce que c'est les variétés qui sont plus adaptées au marché de l'alimentation humaine, puis c'est le marché qui est visé par les cultures sans intrants chimiques. Un élément qui est très important, c'est de choisir des variétés qui ont 5000 grains au kilo et moins,
des variétés à relativement gros grains. Là. Il faut éviter les variétés à petits grains qui sont, les acheteurs les apprécient moins. Lorsqu'on prévoit faire un sarclage de précision très près des plants, il faut d'abord effectuer un semis de précision. Ce travail commence par l'entretien du semoir. M. Verly nous fait part des efforts qu'il a déployés pour améliorer la précision de son semis. Le semoir, très, très important. Là, les bushings, la torsion, là, nous autres, là, ça, c'était vraiment important au maximum. Là. En plus d'avoir du lousse dans les bushings, ils étaient très faibles. Fait que comme quand ils étaient pleins de feuillat ou quelque chose, là, l'unité là, a twisté en bas. Là. Fait que là, on a ressoudé des plaques. On a changé toutes les rotules. Les bushings, on a mis des rotules surdimensionnées. Fait que là, notre unité, elle travaille plus que de haut en bas, mais sur le côté, elle ne travaille plus du tout. Fait que là, aujourd'hui, on a un semis là, qui est vraiment parfait. J'ai pas un demi-pouce là, de lousse. Puis ça, j'imagine que c'est la graine dans le fond du sillon. Même le semoir, on peut sortir d'usine, là, puis il ne sera pas à 30 pouces. Un semis aussi qui a une profondeur égale pour avoir une belle germination, ça aussi, c'est important. Là. Quand ça germe tout croche, là, pas question de travailler. Là. Ça fait que des disques, faut pas que ça aille plus qu'un demi-pouce d'usure de diamètre, parce que sinon, là, ça se change. Nous autres, les disques sont neufs, c'est des choses bien importantes. Au début, on avait négligé, puis aujourd'hui, là, on est vraiment rendu là. Les producteurs de l'association Culture sans herbicides sèment leur soya en laissant une distance de 30 pouces, soit 75 cm, entre les rangs. Au cours des années, c'est cette distance qui a donné les meilleurs résultats pour le contrôle des mauvaises herbes, tout en assurant de bons rendements. Cette distance permet d'utiliser un sarcleur à maïs pour la culture du soya. En ce qui concerne la culture du soya, le taux de semis est augmenté à 450 000 plants par hectare. Pour le maïs, c'est différent. La plupart des producteurs de l'association Culture sans herbicides maintiennent le taux de semis standard, bien qu'il soit possible de l'augmenter légèrement pour compenser d'éventuels dommages causés par les appareils de contrôle mécanique, comme la houe rotative ou le peigne. Notons cependant que les producteurs n'ont pas observé de baisse de population à la suite du passage de ces appareils. On sème le soya et le maïs à environ 2 pouces, soit 5 cm de profondeur. La profondeur des semis doit être suffisante pour permettre un enracinement solide des plantules, qui résisteront mieux au passage de la houe rotative ou du peigne. La houe rotative, communément appelée picoteuse, est constituée de roulettes munies d'extensions en forme de cuillère. Celles-ci projettent, brisent ou enterrent les jeunes plantules de mauvaises herbes. Le travail s'effectue à une profondeur de 3/4 de pouce à 2 pouces, c'est-à-dire de 2 à 5 cm, à une vitesse de 10 à 20 km à l'heure. Et son agressivité augmente avec sa vitesse. Cet appareil fonctionne bien lorsqu'une mince croûte s'est formée à la surface du sol. Aussi, les sols à structure sablonneuse, sans cohésion, ne se prêtent pas bien à son utilisation. La houe rotative minimum till, comme celle qu'on voit à l'écran, présente une plus grande distance entre les rangées de roulettes et de plus longs essieux que les autres modèles plus conventionnels, ce qui fait qu'elle est mieux adaptée pour travailler dans les résidus que les autres modèles dits conventionnels. En terrain rocailleux, la houe rotative a tendance à projeter des cailloux. C'est pourquoi certains producteurs utilisent un grillage ou un écran de protection. La herse peigne ou peigne est un appareil à dents vibrantes qui travaille le sol de façon superficielle pour déloger, briser ou enterrer les plantules de mauvaises herbes. Son agressivité est fonction de l'angle de ses dents, de sa profondeur de travail et de sa vitesse. L'angle variable de ces dents permet d'intensifier la pression que ces dernières exercent sur le sol. La profondeur de travail des dents du peigne peut être ajustée avec précision à l'aide de roues de jauge. On ajuste idéalement la profondeur de travail à environ 1 pouce, soit 2 cm et demi. On peut également ajuster le niveau des unités, ce qui permet à toutes les dents de travailler à la même profondeur. Si tu veux que ton arrière travaille autant que le devant, il y a un morceau de nylon, là, puis en rallongeant le 3e point, on vient de l'écraser d'ici. On voit ici la pièce de téflon maintenir le niveau qui se vérifie lorsque l'appareil est en mouvement.
Généralement, on utilise la herse peigne à une vitesse de 6 à 12 km à l'heure. Malheureusement, cet appareil n'est pas bien adapté pour travailler dans les résidus qui, comme on peut le constater, s'accumulent entre les dents. La houe rotative et la herse peigne s'avèrent très efficaces pour détruire les mauvaises herbes quand elles sont au stade de fil blanc. La houe rotative maintient son efficacité jusqu'à l'apparition des cotylédons pour les mauvaises herbes à feuilles larges. La herse peigne, plus agressive que la houe, détruit les mauvaises herbes jusqu'à l'apparition des premières et même des secondes vraies feuilles pour les mauvaises herbes à feuilles larges comme pour les graminées annuelles. La fenêtre d'intervention pour le passage de ces appareils est très courte. Lorsque les températures sont élevées, une mauvaise herbe peut passer du stade fil blanc au stade première vraie feuille en quelques jours. Il est important d'effectuer un dépistage rigoureux des champs pour être en mesure d'intervenir au bon moment. Le dépistage est fait dans le but de suivre l'évolution des mauvaises herbes, de façon à déterminer le meilleur moment pour intervenir. Au début de la saison, c'est important d'aller au champ au moins une fois par semaine parce que l'évolution se fait assez rapidement à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on regarde en début de saison? C'est qu'on regarde les mauvaises herbes en germination. On appelle ça des fils blancs parce que c'est les fils blancs qui sont atteints par la houe rotative ou encore par le peigne. La façon qu'on fait pour vérifier la présence de fils blancs, c'est qu'on utilise une truelle à jardin. On prend une pelletée de terre de façon superficielle, puis on vérifie dans cette pelletée-là la présence de fils blancs, de germes de mauvaises herbes. On en voit un ici. Quand on trouve en moyenne 3 fils blancs et plus par pelletée, c'est le moment d'intervenir avec la houe rotative ou avec le peigne. On prend environ une dizaine de pelletées réparties sur toute la superficie du champ au hasard. On peut en prendre plus si jamais les types de sol varient ou si les conditions varient à l'intérieur d'un même champ. Parallèlement à ça, pendant la saison, on fait le suivi des mauvaises herbes pour voir quand il faut intervenir avec le sarcleur. La façon qu'on procède, c'est qu'on utilise des sites fixes, toujours au même endroit, et on vient une fois par semaine. On utilise des drapeaux pour identifier les sites de façon à toujours les retrouver. On installe 10 sites par champ. Puis à chaque semaine, on évalue la quantité de mauvaises herbes qui recouvrent le sol à l'intérieur de ces sites. Ça nous permet de déterminer le meilleur moment pour intervenir selon la proportion de mauvaises herbes puis selon leur hauteur. Certains producteurs considèrent le passage en prélevé comme étant l'un des plus importants, car il permet d'éviter d'atteindre des densités élevées de mauvaises herbes au moment de la levée, ce qui nécessite un passage de houe rotative ou de peigne, alors que la culture est à son stade le plus sensible. De plus, comme la culture n'est pas encore émergée, on peut passer rapidement avec les appareils et en donnant beaucoup d'agressivité. Le passage en prélevé est effectué à une vitesse de 10 à 15 km à l'heure avec le peigne et à une vitesse de 15 à 20 km à l'heure avec la houe rotative. M. Halde nous montre les mauvaises herbes qui seront détruites lors de ce passage. Le peigne est préférable à la houe rotative pour ce passage. On profite de la protection qu'offre le sol sur notre culture pour passer avec l'appareil le plus agressif. Le premier passage en poste levé peut être délicat dans le cas de la culture du soya. En effet, les jeunes plantules de soya sont très sensibles, spécialement au stade crochet. C'est pourquoi, lorsque la culture est entre le stade crochet et le stade cotylédon, les producteurs évitent le peigne et préfèrent la houe rotative. Qu'il soit rendu avec les feuilles sorties, les cotylédons, mais quand il est encore ce stade de crochet, là, comme ici, là, ça c'est dangereux, ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de risques que la houe, je dirais, le bris. Puis c'est la pression des mauvaises herbes qui va te faire décider si tu passes ou pas? Oui. Si la pression, mettons, je dirais forte, des fois, je m'occupe un petit peu moins du stade, je dirais, pour passer. Je m'en passer pareil, je dirais, risque, même si je briserais, mettons, quelques plans, là, on va pareil passer pour pouvoir éliminer, disons, je dirais, les mauvaises herbes, disons, je dirais, un bon stade, parce que si j'attends trop tard, mais là, ça va être trop tard, je ne pourrai plus, je dirais, les contrôler. Il est important de maintenir l'agressivité de la houe rotative à un niveau supportable pour la culture, tout en maximisant la répression des mauvaises herbes. On doit inspecter régulièrement le résultat du travail de la houe en s'assurant que la zone inspectée a été travaillée à la vitesse désirée.
Si on observe des dommages à la culture, on doit réduire l'agressivité de la houe. Pour ce faire, on réduit la vitesse ou on relève légèrement à l'aide du système hydraulique du tracteur. On observe ensuite le travail avant et après le passage de l'appareil. On peut voir à l'écran que la croûte à la surface du sol a été brisée, mais que les plantules de soya sont restées intactes. Dès l'apparition des premières vraies feuilles du soya, il est avantageux de passer le peigne. À ce stade, cet appareil n'endommage pas la culture et détruit plus efficacement les mauvaises herbes que la houe rotative. M. Gauthier utilise une méthode intéressante afin de trouver la tension idéale à appliquer sur les dents de son peigne. Il règle d'abord la profondeur de travail, puis il ajuste la tension sur les dents de chaque unité du peigne, qu'il augmente légèrement en passant d'une unité à l'autre. Chaque unité de son peigne est donc ajustée avec une tension différente sur les dents, allant du plus agressif au moins agressif. Après avoir avancé de quelques mètres à la vitesse désirée, il inspecte le résultat derrière chaque unité de travail. Il réajuste ensuite la tension des dents de toutes les unités de l'appareil avec le même degré de tension que l'unité qui a donné le meilleur résultat. On peut passer la houe rotative ou le peigne dans le champ de soya jusqu'au stade d'apparition de la 4e feuille trifoliée. À ce moment, les plants de soya recouvrent déjà les rangs, ce qui devrait ralentir ou empêcher la croissance d'une nouvelle génération de mauvaises herbes sur les rangs. Le maïs est moins sensible que le soya au passage de la houe rotative et du peigne. Le producteur peut donc s'attarder au stade des mauvaises herbes pour décider d'une intervention, mais même si le maïs supporte bien les passages de la houe rotative à tous les stades de son évolution, il faut être très prudent en cas d'intervention à la période où la pointe du maïs se trouve juste sous la surface du sol, ainsi qu'au moment de la levée. On réduit alors l'agressivité de la houe et on inspecte soigneusement le résultat du travail afin de s'assurer que l'on n'endommage pas la culture. Il t'arrive-tu de passer la houe rotative dans ton maïs, même quand tu es dans la période sensible? Ça arrive toujours parce que le maïs ne lève pas tout le temps en même temps. Fait que des fois, ça arrive que le maïs, il peut avoir une feuille, 2 feuilles, puis il y a encore des plantules de maïs qui se cherchent, mettons, à laver, à pousser. Fait que là, c'est sûr qu'il y a sur un champ, on ne peut pas toujours avoir, mettons, l'uniformité. Fait que ça arrive souvent, des fois, qu'il y a des plants qui sont sensibles, mais c'est sûr que j'aime mieux y aller un peu plus tôt pour être sûr. Donc, le maïs, je dirais, il n'est pas rendu, mettons, au sol, mettons, au niveau du sol là, pour lever. Là. Et puis, après ça, je dirais y aller plus tard, mettons, quand on est rendu, mettons, à 2 feuilles, puis à 2-3 feuilles, là c'est moins risqué là, pour le maïs. Puis les fois que tu as passé ou dans des périodes sensibles, as-tu remarqué beaucoup de dommages? Je dirais, mettons, peut-être pas tellement, là, moins que quand c'est un champ de soya, là. Mais, disons, c'est que la petite plantule, s'il tombe, je dirais, des mètres sur le dessus, là, je crois qu'elle va au moins, il y a sûrement des dommages qui s'ensuivent. Ou que si la houe, mettons, je dirais, elle touche, c'est plus sensible. Mais c'est pas une plante dont j'ai très sensible, pareil. La houe a été passée il y a 2 jours. Et puis là, on peut voir que les plants qui sont encore verts, eux autres, n'ont pas été détruits par la houe. On va les attraper au passage du sarcleur probablement. Parce que quand on prend une herbe à poux là, de cette grosseur-là, on peut voir la profondeur de la racine qui est souvent plus profonde que le maïs. Donc ça ne s'arrache pas avec la houe. Le stade est trop avancé pour ça. La houe travaille surtout sur les fils blancs ou les petites plantules, un peu comme celle-là ici. Là, qu'on peut voir, ça serait arraché avec la houe normalement. On considère que le maïs supporte bien les passages du peigne à partir du stade où se développe la 3e feuille. Mais certains producteurs procèdent quand même à un passage du peigne à des stades plus critiques de la croissance du maïs. Une telle opération peut s'avérer stressante pour l'opérateur. Ici encore, on voit l'avantage d'avoir accès aux 2 types d'appareils de sarclage à pleine largeur afin de pouvoir choisir entre la houe rotative et le peigne lorsque la culture est sensible. La houe rotative, il n'y a pratiquement pas de restriction avec ça. Et puis, si tu as passé un coup de houe, mettons, à 2 feuilles, ou ben non, juste à une feuille,
Il n'y a pas de problème de mauvaises herbes au moment où tu peux passer avec ton peigne. Même si les mauvaises herbes sont sorties un petit peu, le peigne est assez agressif. Il va aller une mauvaise herbe va aller jusqu'à 1,5 pouce. Et si ce n'est pas un tapis, il va y détruire à un bon pourcentage. Tu as un stade plus large pour passer avec le peigne qu'avec la houe rotative. La houe rotative, c'est fil blanc ou cotylédon, là, mais plus que ça, c'est pour rien. La mauvaise herbe ne meurt pas. On a vu qu'il y avait quelques pieds de maïs qui ont été couchés par le peigne. Coucher, non, coucher, c'est pas grave. Enterrer, c'est grave. C'est sûr, comme ça, il n'y a rien à faire avec ça. Lui c'est grave. Mais coucher, ça relève. À ce stade-là, il n'y a pas de problème. On peut utiliser la houe rotative et le peigne dans le champ de maïs jusqu'au stade de développement des 5 premières feuilles. Cette scène peut sembler surprenante. Il est étonnant que l'on puisse utiliser un tel équipement sans endommager la culture. Madame Maryse Leblanc, chercheur en malherbologie à l'IRDA, résume les résultats de ses recherches sur l'impact des appareils de désherbage sur les cultures de soya et de maïs. Je voulais voir la sensibilité de la culture par rapport justement au passage de la houe rotative ou de la herse peigne. Dans le cas du soya, ça a été avec la houe rotative. Donc, on a passé systématiquement à tous les stades de développement du soya. La ligne rouge indique sans sarclage. Puis comme vous pouvez voir, en fait, tous les traitements ont un rendement supérieur au traitement sans sarclage. Donc, probablement que ça décroutait, puis ça favorisait la minéralisation au niveau du rendement. On regarde au niveau de la population, il y a eu des baisses de population lorsqu'on passait la houe rotative. Donc, il y avait probablement des plants arrachés ou bien des graines déterrées. Mais le soya a compensé, puis probablement qu'il était plus branchu. En fait, ça n'a pas eu d'effet sur le rendement. Avec la houe rotative ou la herse peigne, on passe directement sur les plants de maïs. Donc, il pourrait y avoir des dommages causés qui pourraient être irréversibles, puis qui pourraient justement avoir un effet sur le rendement. Le premier ici, c'est des passages simples avec la houe rotative. Donc ici, vous avez le nombre de tonnes à l'hectare. Ici, vous avez les stades du maïs, de prélevé jusqu'à 7 feuilles. Donc, on a passé systématiquement à tous ces stades-là. Ici, la ligne verte, ça indique le témoin qui était sans sarclage. Donc, on peut comparer justement les passages simples de la houe rotative avec le témoin sans sarclage et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence significative là, par rapport au témoin. On remarque qu'à 7 feuilles, il y a une légère baisse de rendement. Parce qu'à ce stade, en fait, l'apex monte à la surface du sol, puis il y a initiation de la panicule. Donc, toutes les ressources là, devraient aller à la production d'épis et non pour compenser les dommages infligés aux feuilles ou aux racines. Maintenant, avec des passages multiples, on passait à 2, 3 ou 4 feuilles. On remarque une baisse de rendement. Donc, il faudrait peut-être éviter de passer 4 fois avec la houe rotative parce que ça peut infliger des dommages là, qui soient irréversibles au niveau du rendement. Au niveau de la herse peigne, il faudrait peut-être préciser que c'était une herse peigne à tige rigide, un rabais vert qu'on appelle. On a fait les mêmes traitements, donc on a passé systématiquement une fois à tous les stades du maïs, de prélevé à 7 feuilles. Puis encore là, on n'a pas vu de différence significative par rapport aux témoins sans sarclage, illustrés ici par une ligne verte. Par contre, on voit qu'il est beaucoup plus agressif que la houe rotative, parce que les rendements sont inférieurs déjà à 6 feuilles et 7 feuilles. Là, il y a des légères baisses, malgré que les différences ne soient pas significatives. Maintenant, si on regarde lorsqu'on passe plusieurs fois, avec la herse peigne, encore là, à 4 sarclages, il y a une légère baisse de rendement, mais sinon, c'est semblable au niveau du rendement. Les sarcleurs permettent de réprimer efficacement les mauvaises herbes entre les rangs de la culture. Très agressifs, ils peuvent détruire beaucoup mieux que ne le ferait la houe rotative et le peigne des mauvaises herbes considérablement plus grosses. Ils offrent donc une fenêtre d'intervention plus longue. Tout de même, il est avantageux de passer ces appareils avant que les mauvaises herbes aient pu entrer en compétition avec la culture, lorsqu'elles sont encore petites et faciles à détruire. On essaie de passer avec le sarcleur avant que les mauvaises herbes aient atteint 4 pouces, c'est-à-dire 10 cm de hauteur.
Avant d'utiliser le sarcleur, on s'assure que la distance entre chaque unité de l'appareil et la distance entre les rangs de la culture correspondent exactement. De plus, on laisse suffisamment d'espace sur le rang pour ne pas endommager les racines des plants. Puis, on ajuste la profondeur de travail à l'aide des roues de jauge sur chaque unité de l'appareil. Après avoir parcouru quelques mètres à la vitesse désirée, on s'assure que le sarcleur n'enterre pas les plants et n'endommage pas les racines. Lorsqu'on utilise ce type d'appareil, il faut toujours travailler à l'intérieur des rangs semés lors d'un même passage de semoir. Si on chevauche 2 passages de semoir, des plants seront coupés, peu importe l'habileté de l'opérateur. Généralement, le travail du sarcleur s'effectue à une profondeur de 1 à 2 pouces, soit 3 à 5 cm, et à une vitesse de 6 à 10 km à l'heure. Les différents sarcleurs sont répartis en 3 catégories: léger, mi-lourd et lourd. Le sarcleur léger est souvent muni d'unités de travail sur lesquelles sont montées 3 à 5 dents vibrantes en forme de S. Il peut réprimer efficacement des mauvaises herbes hautes de 4 pouces, c'est-à-dire 10 cm. Malheureusement, au-delà de cette hauteur, celle-ci se faufile entre les dents de l'appareil. C'est ce qu'on appelle l'effet slalom. Notons que le sarcleur léger n'est pas adapté au travail dans les résidus et qu'il a parfois de la difficulté à pénétrer les sols compacts. Les unités de travail du sarcleur mi-lourd portent 3 dents en C ou en S, plus rigides que celles du sarcleur léger. Il présente un dégagement plus grand sous le bâti. Il peut réprimer des mauvaises herbes légèrement plus grosses que celles éliminées par le sarcleur léger. L'importance du recouvrement entre les socs de ces dents limite l'effet slalom. Son pouvoir pénétrant est supérieur à celui du sarcleur léger et il est bien adapté au travail dans les résidus. Cependant, il a de la difficulté à pénétrer les sols très compacts, comme ceux que l'on trouve parfois après le passage des roues de tracteur. Le sarcleur lourd est doté d'une seule dent rigide par unité de travail. Il peut réprimer des mauvaises herbes jusqu'à 8 pouces, 20 cm de hauteur, et il élimine l'effet slalom. De plus, il est idéal pour le travail dans les résidus. Avec le sarcleur lourd, il n'y a pas de problème de pénétration. C'est le sarcleur idéal pour les sols à texture lourde, ainsi que les sols ayant une forte compaction de surface. M. Verly nous présente les accessoires de son sarcleur lourd. Il y a un point qui s'appelle le 3e point, c'est ça. Lui, il est hydraulique. Avec ici une petite règle graduée. Bon, là, c'est des couleurs. Fait que dépendamment, on sait qu'un sarcleur, quand on le recule comme ça, il travaille plus plat et plus profond. Quand on l'avance, il travaille plus agressif, mais moins profond. Fait que je joue constamment avec ce outil-là. Le 3e point ici du tracteur a tout été vérifié. On peut voir, c'est tout chimé, c'est tout... j'ai un 8e de lousse sur toute l'hydraulique. Et puis de penser de laisser les bras d'hydraulique, par exemple, flottants. Il faut absolument que ça soit flottant, puis le sarcleur va travailler. Des disques peuvent être montés sur les unités. Ils découpent une bande de sol de chaque côté du rang et envoient les mauvaises herbes dans l'entre-rang. Monté en sens inverse, il pourrait aussi être utilisé pour buter les rangs. Comment il a passé proche, là? Là, j'ai passé juste ça. Le disque, là. Lui a passé avant que les racines soient rendues à ce niveau. En temps normal, j'aurais voulu les passer entre le 2 feuilles et le trifolié. Puis ça, on a le disque, lui, sa fonction première, c'est sûr, c'est de couper les résidus. Et puis d'empêcher le sarcleur aussi de se promener. Mais il faut faire attention au disque. Quelqu'un qui a une terre forte, puis c'est sec, le disque peut empêcher le sarcleur de travailler. Si des fois le sarcleur ne veut pas rentrer, c'est vraiment de monter le disque. Puis à ce moment-là, le sarcleur va rentrer. Mais c'est surtout de vérifier l'état des couteaux puis des pointes. Eux autres font beaucoup pour la pénétration du sarcleur. Le premier passage, là, j'ai des picoteuses qui s'en vont. Là. Puis là, ben, la picoteuse, elle a comme fonction de protéger la culture. C'est ça, là.
C'est ça. Ça, c'est pour bionner. Donc, on descend les ailes là, puis la terre, à la place de passer par-dessus le couteau, ben, ça va sur la culture, puis là, on enterre la mauvaise herbe. Le billonnage du maïs étouffe les mauvaises herbes qui ont germé après le dernier passage de la houe rotative ou du peigne. Certains producteurs billonnent 2 fois durant la saison, lorsque le plant atteint le stade de développement d'une 7e feuille et au dernier passage du sarcleur. Quelques producteurs billonnent très légèrement le soya. C'est une opération délicate qui peut rendre le battage difficile et qui risque malheureusement de tacher le soya si la terre pénètre dans la batteuse. Parmi les autres accessoires des sarcleurs, on trouve les tunnels de protection qui, tout en protégeant la culture, peuvent être relevés graduellement pour permettre un léger butage. On trouve aussi les coutres guides qui orientent et stabilisent l'appareil. Ces accessoires sont souvent disponibles pour les sarcleurs légers et mi-lourds. Vu que je suis pas un très bon opérateur et que je stresse facilement, je me suis fait un système là, qui me déstresse pas mal. C'est avec une peinture. C'est sûr que là, ça manque un peu de... Fait que ça, je mets ça au-dessus du maïs, au-dessus de la culture. Ça, c'est assez bien ajusté. Là. J'ai même des bottes là-bas là, qui me l'ajustent là, bien au centre. Ça, on peut dévisser puis monter là, pour ajuster ça. La culture. C'est pour nous rappeler qu'on a quelque chose en avant quand on arrive le soir, là, quelque chose. Là, Ça, c'est vraiment le guide là, qui est vraiment super. Là. Ça enlève beaucoup de pression. Là. Tu mets ça sur la culture, puis ça s'en va par là. Puis on a ici un miroir. On pourrait... Ça me donne une vision en dessous du tracteur. Ça me donne une vision vraiment de la culture avec mes 2 couteaux. Fait que quand la culture est petite comme ça, là, je vois vraiment mes 2 couteaux ou mes 2 disques par rapport à la culture. Là, avec ça, je peux vérifier que, bon, ben là, si le terrain est plat, je me mettrai au-dessus de la culture. Puis si je penche un peu par la gauche, ben je vais me mettre comme 1 pouce à droite de la culture. Ça, c'est mon miroir qui va me le dire. Fait que là, j'en ai là. Ici, lui, il me donne une vision d'ensemble en arrière. Puis lui, ce miroir-là, là, lui, il plonge entre les 2 pneus pour me donner aussi une autre vision de mes 2 couteaux en arrière. Là. Ça, on peut voir la vision vraiment là, le miroir, lui, il me donne entre les 2 pneus, les 2 couteaux, là, quand ils sont par terre. Là. Fait que là, ça se répète de l'autre bord, parce que, mettons, comme là, il y a le soleil. Fait que des fois, là, on va avoir le soleil qui va être dans le miroir. Fait que là, ben, je suis à gauche, je suis en bord. Puis quand je reviens dans l'autre rang, ben, là, je suis à droite. Un autre système de guidage consiste à tracer 2 sillons avec de fortes dents montées sur le semoir. Au moment du sarclage, ces sillons guident le tracteur, dont les roues avant doivent être munies de pneus à rainures. Une seconde paire de dents peut être montée derrière le sarcleur pour reformer les sillons. Évidemment, on ne doit pas travailler avec les 4 roues motrices lors de cette opération. Ce système de guidage est efficace sur les sols dont la texture permet un bon maintien des sillons. Voici l'état des champs de M. Jean Gauthier au milieu de l'été. On est rendu 5 août. Le contrôle est pratiquement à, j'oserais dire, 100 %. Je pense que je ne peux pas demander mieux du contrôle sans herbicide. Probablement, même que les feuilles tombent, on va voir sortir quelques bouquets ici et là. Je m'attends à ça, là, mais même si c'est avec herbicide, t'en as quand même. Il ne faut pas dramatiser pour ça. C'est sûr que ça nous amène à changer les pratiques culturelles un petit peu. Les faux semis, c'est une chose qu'on ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, le soya, c'est sûr qu'on fait un faux semis automatique. Si on sème ça tard, c'est facile. Peigne picoteuse, on ne connaissait pas ça. Là, ben, on travaille avec ça. Depuis 7 ou 8 ans que je travaille avec la picoteuse. Le peigne, c'est un outil qui est rentré. C'est la 2e année que je travaille avec. Je travaillais avec un sarcleur léger, là, je suis rendu avec un sarcleur lourd pour avoir plus d'efficacité. Fait que c'est toutes des techniques, là. Puis même le sarcleur lourd, c'est la première année que je travaille avec. Et puis j'ai changé de technique avec le soya, puis je pense que l'année prochaine, on va encore essayer d'améliorer la technique pour enlever le plus de mauvaises herbes. Puis je pense qu'on est capable de contrôler là,
avec un suivi et un savoir capable de contrôler les mauvaises herbes à un gros pourcentage. Les producteurs qui songent à entreprendre la culture sans herbicides auraient avantage à adhérer à un club ou à une association pour profiter des conseils de professionnels et de l'expérience des membres qui pratiquent ce type de culture. Voici des champs cultivés sans herbicides au moment des battages. Leur état démontre bien qu'il est possible de produire des cultures de qualité sans l'aide d'herbicides.